Dans les années précédant la guerre totale, Adolf Hitler ordonna la création d'une arme sans précédent, une machine si gigantesque que sa seule existence défiait toute logique militaire connue. Jamais auparavant on n'avait tenté de construire quelque chose de similaire, ni par la taille, ni par la complexité, ni par l'ambition destructrice. Derrière le projet, il n'y avait pas seulement une intention tactique, mais une idée beaucoup plus profonde. Démontrer qu'aucun mur, forteresse ou résistance ne serait suffisant. Elle fut conçue comme un outil pour envoyer un message clair, direct et définitif à toute l'Europe. Rien ne pouvait arrêter le Reich. Qu'était exactement cette arme? Pourquoi fut-elle construite et quels objectifs cherchait-elle à accomplir? Fut-elle un succès technique, un échec stratégique ou quelque chose de plus troublant? Femme sur le front, l'ennemi que la Wehrmacht n'attendait pas. L'aube du 22 juin 1941 apporta avec elle plus que le rugissement de 3 millions de soldats allemands traversant la frontière soviétique. Elle apporta une découverte qui ébranlerait les convictions les plus profondes de la Wehrmacht. Dans les tranchées ennemies, derrière les fusils Mosin-Nagant, il y avait des femmes. Pour les commandants allemands, éduqués dans la tradition prussienne où les femmes demeuraient au foyer tandis que les hommes partaient à la guerre, la présence de tireuses d'élite, artilleuses et opératrices de mitrailleuses dans l'armée rouge représentait quelque chose d'incompréhensible. Ce n'était pas simplement une différence tactique, c'était une fracture civilisationnelle. Les premiers rapports arrivèrent depuis le groupe d'armées centre durant les premières 48 heures de l'invasion. Les unités de reconnaissance rapportaient une résistance féroce dans des villages où les défenses étaient commandées par des femmes en uniforme. À Grodno, une batterie anti-aérienne entièrement pilotée par des femmes soviétiques tint en échec pendant des heures la 4e division Panzer. Les Allemands ne savaient pas comment traiter cette réalité. L'Union soviétique avait construit cette capacité militaire féminine systématiquement. Depuis 1936, la nouvelle constitution soviétique proclamait l'égalité absolue entre hommes et femmes, incluant le droit et devoir de défendre la patrie. Durant la guerre d'hiver contre la Finlande, des milliers de femmes avaient déjà servi comme médecins de combat, opératrices radio et tireuses d'élite. L'État soviétique ne voyait aucune contradiction à entraîner une femme pour tuer des ennemis du socialisme. Cette philosophie militaire contrastait radicalement avec la doctrine nationale-socialiste. Dans le Reich, la femme idéale se définissait par 3 mots, Kinder, Küche, Kirche, enfant, cuisine, église. La propagande nazie célébrait les mères qui donnaient des enfants au Reich, non celles qui brandissaient des armes. Bien que la guerre forçât des milliers d'Allemandes à travailler dans des usines d'armement, aucune ne fut envoyée au front de combat. L'idée même était anathème. La structure militaire du Troisième Reich ne contemplait aucune voie pour que les femmes accèdent à des fonctions de combat. La seule instance dans laquelle l'État nazi octroya une autorité institutionnelle aux femmes fut dans le contexte des camps de concentration. Là, comme Aufseherinnen, les gardiennes du système concentrationnaire appliquaient des châtiments, supervisaient les prisonnières et maintenaient l'ordre interne. Cependant, même elles avaient des limitations claires. Elles ne recevaient pas d'entraînement militaire, n'étaient pas considérées comme partie de l'armée régulière et, sauf exception ponctuelle, ne se voyèrent pas autoriser le port d'armes à feu. Leur fonction dérivait de l'appareil répressif, non de la doctrine bellique. À la différence de l'armée rouge, où la femme était combattante, pour les nazis, une femme avec du pouvoir n'était admissible que si elle opérait dans l'espace fermé d'un camp, loin du front. Quand les officiers allemands se confrontèrent à cette réalité en territoire soviétique, la réaction fut viscérale. Dans les journaux personnels du lieutenant-colonel Hermann Balck, commandant de la 1re division Panzer, apparaissent des références répétées à sa répugnance face aux femmes qui trahissaient leur nature en brandissant des armes. Pour Balck et ses contemporains, ces femmes n'étaient pas des soldats ennemis, elles étaient des aberrations. Les nombres amplifiaient le choc. Entre 1941 et 1945, plus de 800 000 femmes servirent dans les forces armées soviétiques. Il ne s'agissait pas d'exceptions symboliques. Près de 200 000 participèrent directement au combat. Les tireuses d'élite soviétiques comme Lyudmila Pavlychenko, avec 309 éliminations confirmées, démontraient une létalité qui défiait tous les stéréotypes allemands sur l'infériorité féminine dans la guerre. Les régiments de bombardement nocturnes, pilotés exclusivement par des femmes, semèrent la terreur dans les lignes allemandes. Les soldats du Reich les surnommèrent Nachthexen,
les sorcières de la nuit. Ces pilotes volaient dans des biplans obsolètes, coupèrent les moteurs près de l'objectif et glissaient silencieusement jusqu'à lâcher les bombes. Le son qu'elles produisaient rappelait des balais coupant l'air. Pour les Allemands, c'était comme si les femmes soviétiques avaient invoqué des forces surnaturelles. L'efficacité de ces combattantes amplifiait l'inconfort allemand. Il n'était pas possible d'écarter leur présence comme propagande communiste quand les pertes allemandes s'accumulaient par feu ennemi dirigé par des femmes. La résistance dans des villes comme Stalingrad et Leningrad dépendait, en partie significative, de femmes qui maniaient des armes lourdes, posaient des mines et dirigeaient des unités mixtes. Cette réalité opérationnelle se heurtait frontalement à la cosmovision nazie. Si les femmes allemandes représentèrent la pureté raciale et la maternité sacrée, les femmes soviétiques armées incarnaient tout l'opposé. La dégénération communiste, la perversion des rôles naturels, la menace à l'ordre masculin. Elles n'étaient pas ennemies au sens militaire traditionnel, elles étaient des symboles vivants de ce que le national-socialisme était venu détruire. Les bulletins de renseignement allemands commencèrent à enregistrer un modèle inquiétant. Les femmes capturées ne se rendaient pas facilement. Beaucoup préférèrent le suicide avant la capture. D'autres luttaient jusqu'à la dernière cartouche. Leur fanatisme idéologique semblait surpasser même celui des commissaires politiques masculins. Pour les Allemands, cela confirmait que le bolchevisme avait corrompu jusqu'à l'essence féminine. La propagande interne allemande répondit rapidement. Les publications militaires commencèrent à se référer à ces femmes comme Flintenweiber, un terme péjoratif qui combinait Flint, fusil, avec Weiber, forme vulgaire de dire femme. Elles n'étaient pas soldats. Elles étaient des aberrations qui avaient trahi leur genre. Cette catégorisation idéologique aurait des conséquences létales. En leur niant le statut de combattantes légitimes, l'appareil militaire allemand se préparait à les traiter de manière complètement différente des prisonniers de guerre masculins. Les femmes avec des fusils ne méritaient pas les protections de la Convention de Genève. Elles méritaient d'être éliminées comme symbole de tout ce qui était pourri dans le système communiste. Le choc culturel du 22 juin 1981 ne fut pas seulement militaire. Ce fut le moment où deux visions incompatibles du monde, du genre et de la guerre entrèrent en collision sur les champs de bataille du front oriental. L'une d'elles verrait dans les femmes combattantes des héroïnes de la résistance antifasciste. L'autre les convertirait en objectifs prioritaires pour l'extermination. Flintenweiber, l'ordre d'exterminer les combattantes soviétiques. Le 29 juin 1941, le maréchal Günther von Kluge rédigea un ordre qui scellerait le destin de milliers. Les femmes en uniforme doivent être fusillées. Cette instruction, émise depuis la 4e armée, ne fut pas une réponse improvisée au chaos du front, mais une décision qui institutionnalisa l'élimination sommaire de combattantes soviétiques. Depuis les premiers jours de l'opération Barbarossa, les officiers allemands rapportèrent avoir capturé des femmes parmi les forces ennemies. Ces prisonnières, vêtues d'uniformes et d'équipements militaires, ne reçurent pas le traitement que stipulaient les lois de guerre. L'état-major du groupe d'armées centre classa leurs exécutions comme partie d'opérations de nettoyage, utilisant délibérément un langage vague pour éviter la dénomination de prisonnières de guerre. En juillet 1941, le 122e régiment d'infanterie documenta l'exécution de 30 femmes combattantes près de Vitebsk. Aucun procès ne fut réalisé, ni interrogatoire formel. La preuve de participation militaire suffisait. Le mot « uniforme » se convertit en synonyme de condamnation. Le général Ernst Hammer, à la tête de la 75e division d'infanterie, élargit la politique dans ses directives internes. Les femmes russes en uniforme seront fusillées par principe. Cette formulation éliminait toute distinction entre rôle de combat, fonction médicale, rang ou âge. L'acte de porter un uniforme soviétique était une transgression intolérable. Les commandos Panzer agirent avec plus de crudité. Un rapport du 4e groupe Panzer documente l'ordre verbal d'un officier qui instruisait son bataillon à ne pas prendre de femmes prisonnières. La phrase textuelle resta enregistrée. Les Flintenweiber et autres éléments dangereux ne vont pas au camp de prisonniers. Ils vont à l'arbre le plus proche. Ce langage direct et brutal marqua le ton opératif dans les secteurs sous son contrôle. Le 10 octobre 1941, le maréchal Walter von Reichenau émit l'appelé « Ordre de sévérité », qui exigeait de toutes les unités de montrer une dureté impitoyable contre les commissaires politiques
partisans et éléments irréguliers. Bien qu'il ne mentionnât pas explicitement les femmes, les combattantes soviétiques étaient déjà traitées comme telles. Les divisions qui opéraient en Ukraine et Biélorussie appliquèrent cet ordre à toute femme capturée avec apparence militaire. Parmi les cas documentés se détache celui du 34e régiment d'infanterie, qui exécuta une opératrice radio soviétique à Polotsk. Selon le rapport, elle fut obligée de creuser sa propre tombe, puis fusillée devant des civils locaux. Aucune preuve de combat ne fut présentée. Elle portait seulement un transmetteur portatif et un carnet codé. À partir d'août, les exécutions sommaires commencèrent à apparaître dans les rapports de guerre officiels. Dans le secteur du groupe d'armées Nord, le commandant du 217e régiment nota l'élimination de 4 éléments féminins bolcheviques, sans plus de détails. La normalisation du terme « élément » mettait en évidence la perte d'humanité appliquée à ces femmes. Parallèlement, les Einsatzgruppen, unités spéciales qui suivaient l'armée régulière, reçurent des instructions spécifiques. L'Einsatzgruppe B rapporta avoir traité 847 femmes en Biélorussie entre septembre et novembre. Les registres indiquent que beaucoup d'entre elles étaient classées comme suspectes de collaboration armée ou contact avec des groupes partisans. Aucune ne reçut de procès formel. Dans ces rapports, le terme « Flintenweiber » commença à apparaître fréquemment. Il s'agissait d'un mot composé, « femmes avec fusil », utilisé de façon péjorative. Dans les documents internes, il remplaça des expressions comme « tireuse d'élite » ou « soldat féminine ». L'usage du terme permettait d'omettre des détails et réduisait toute complexité tactique à une catégorie purement idéologique. La propagande du Reich renforça cette narrative. En août, Das Schwarze Korps, l'organe officiel des SS, publia un éditorial intitulé « Contre les rats de Staline », dans lequel il affirmait « Ces femmes armées ne sont pas mères, elles ne sont pas épouses, elles sont des outils dégénérés du bolchevisme ». On justifiait leur élimination comme acte d'hygiène morale et raciale. Le manuel interne Feindbild Ost, distribué par la Wehrmacht aux unités de première ligne, incluait des sections dédiées à reconnaître les ennemis dangereux. Sous la catégorie d'irrégulières féminines, il recommandait d'agir avec maximum de précaution et détermination. Un paragraphe final clarifiait « Ces femmes ne doivent pas être traitées comme prisonniers conventionnels. Leur fanatisme idéologique surpasse celui des commissaires. » Ce qui différencia cette politique d'autres pratiques de guerre fut sa systématisation. Certaines divisions commencèrent à enregistrer les exécutions de femmes comme partie de leurs statistiques opérationnelles. Le 198e régiment d'infanterie, par exemple, inclut dans son rapport mensuel de novembre un tableau avec 3 colonnes « Combats gagnés »,« Matériel ennemi détruit » et « Éléments féminins neutralisés ». Les exécutions ne se limitaient pas aux femmes avec des fonctions de combat directes. Les infirmières soviétiques, malgré être protégées par la Convention de Genève, étaient exécutées fréquemment. L'argument utilisé était leur collaboration logistique avec le terrorisme bolchevique. Sur le front de Smolensk, le bataillon de reconnaissance 8e reçut autorisation verbale pour fusiller 3 infirmières capturées avec une unité détruite. Certaines unités développèrent des procédures simplifiées. Un exemple fut le protocole adopté par la 137e division d'infanterie. Révision de l'uniforme, recherche d'armes, interrogatoire verbal non supérieur à 10 minutes et décision immédiate. Dans les marges du document, un officier nota « Il n'y a pas de temps pour de longs interrogatoires. Si elles portent des bottes militaires, elles sont combattantes. » Dans l'arrière-garde, le traitement des prisonnières fut également influencé par ces directives. Dans le camp de transit d'Oulag 184, près de Mogilev, on établit une catégorie spécifique pour les femmes capturées. Les registres montrent qu'aucune femme avec formation militaire enregistrée ne fut transférée dans des camps de prisonniers. La majorité furent exécutées ou disparurent sans laisser de traces. L'impact de ces actions fut connu par les hauts commandements. Dans une réunion du groupe d'armées Centre en novembre 1941, on discuta brièvement la gestion d'éléments féminins bolcheviques. Le général Hans von Salmuth signala que l'élimination immédiate réduit le risque de propagande ennemie et de résistance locale. Personne n'objecta. Les exécutions furent également utilisées comme élément de dissuasion. Dans certains villages occupés, les Allemands obligeaient des civils à assister aux fusillades de femmes combattantes. On cherchait à générer la terreur et montrer qu'il n'y aurait pas de clémence pour ceux qui collaboreraient avec l'armée rouge, peu importe le genre.
Dans les secteurs où opéraient les Einsatzgruppen, la brutalité s'intensifia. Dans le district d'Orscha, l'Einsatzgruppe C réalisa une exécution publique de 6 femmes identifiées comme tireuses d'élite. Le rapport décrit comment elles furent attachées à des poteaux de téléphone et fusillées en présence d'habitants. Il n'y eut pas de registre d'identification formelle. Pour décembre 1941, la politique d'exécution de femmes combattantes soviétiques était pleinement intégrée dans l'opération militaire du front oriental. Il ne s'agissait pas de cas isolés ni d'excès de soldats incontrôlés. C'était un mécanisme prévu, exécuté et accepté par l'appareil militaire du Reich. L'échelle de l'extermination commence à s'entrevoir dans les statistiques partielles. Dans les archives du Heeresgruppe Mitte se conservent des rapports qui mentionnent plus de 3000 éléments féminins éliminés dans les 6 premiers mois de la campagne, la majorité sans procès ni identification complète. Il s'agissait d'un chiffre inférieur au réel, étant donné que beaucoup d'exécutions n'étaient pas rapportées formellement. Le processus ne générait pas de conséquences disciplinaires. En contraste avec les sévères peines imposées aux soldats qui maintenaient des relations sexuelles avec des femmes slaves, considérées contamination raciale, il n'existe pas dans les archives allemandes un seul cas de sanction pour avoir exécuté une femme combattante. Cela reflétait le consensus institutionnel. Éliminer les Flintenweiber n'était pas seulement acceptable, c'était correct. Le modèle fut également exporté vers d'autres régions. Dans les Balkans, quand les troupes allemandes affrontèrent des unités partisanes avec participation féminine, elles appliquèrent les mêmes directives développées sur le front soviétique. L'expérience avec les femmes de l'armée rouge avait créé une catégorie tactique basée non sur la menace réelle, mais sur une négation absolue de leur droit à exister comme combattantes. Dans les procès d'après-guerre célébrés à Nuremberg et autres tribunaux, l'extermination spécifique de combattantes féminines ne fut pas abordée comme thème différencié. Beaucoup de témoignages sur ces pratiques furent ignorés ou incorporés sous l'étiquette générale de crimes contre prisonniers. L'invisibilité de ces victimes commença avec leur exécution et se perpétua dans la mémoire officielle. Ce qui commença comme un choc culturel et tactique se transforma, en quelques semaines, en une politique d'anéantissement sélectif. L'uniforme, qui pour les soviétiques était symbole d'égalité et de devoir, fut pour les Allemands une aberration à éradiquer. Et ainsi, des milliers de femmes armées furent effacées non seulement du champ de bataille, mais des registres qui auraient pu un jour raconter leur histoire. Prisonnières du Reich, le destin réservé aux soldats soviétiques. Toutes les femmes soviétiques en uniforme ne furent pas exécutées immédiatement. Dans certains secteurs du front oriental, des unités de la Wehrmacht, de l'Abwehr ou des Einsatzgruppen décidèrent de capturer et retenir temporairement des combattantes féminines. Ce ne fut pas par clémence, ce fut par intérêt tactique. Dans des zones où l'on soupçonnait une activité partisane intense ou des réseaux clandestins, les prisonnières étaient envoyées dans des centres d'interrogatoire militaires pour extraire de l'information sur les mouvements de l'armée rouge, code radio ou position d'artillerie. La majorité ne survivrait pas le processus. L'Abwehr, service de renseignement militaire allemand, établit des centres spécifiques à cette fin dans des villes occupées comme Smolensk, Mogilev et Gomel. Ces lieux furent aménagés dans des bâtiments administratifs réquisitionnés, avec des salles de détention, cellules d'isolement et équipements d'interrogatoire. Les rapports internes indiquent qu'entre juillet et décembre 1941, au moins 1300 femmes soviétiques furent traitées en ces points. Le colonel Reinhard Gehlen, chef de renseignement du groupe d'armée Centre, implémenta un système de formulaire standardisé pour l'interrogatoire de femmes combattantes. Les champs incluaient des données de base, nom, unité, rôle, mais aussi des catégories idéologiques comme degré d'endoctrinement bolchevique et niveau de masculinisation du comportement. Cette dernière case reflétait une obsession nazie avec l'inversion des rôles traditionnels de genre. Les méthodes appliquées combinaient pression psychologique, menaces et torture physique contrôlée. Les manuels de l'Abwehr recommandaient d'alterner interrogateurs hommes jeunes avec officiers plus âgés pour générer une dissonance émotionnelle chez la prisonnière. En théorie, on devait éviter les dommages physiques sévères dans les premiers jours. En pratique, beaucoup de femmes furent battues, privées de sommeil ou soumises à des positions forcées.
Un document daté d'août 1941 détaille les résultats de 97 interrogatoires à Smolensk. Dans 58 cas, les prisonnières ne coopérèrent pas et furent classées comme éléments fanatiques. Ces femmes furent éliminées dans les 48 heures suivantes. Dans 19 cas, on obtint de l'information utile sur les routes de retraite soviétiques. Seulement 5 furent transférées dans des camps de transit. Le reste disparut. L'étape suivante du processus était la classification opérative. Une fois complété l'interrogatoire, les prisonnières étaient étiquetées selon des critères non militaires mais idéologiques. La Wehrmacht établit une typologie opérative pour classifier les combattantes soviétiques capturées, les divisant en 4 catégories. Subversives dangereuses, qui incluaient des combattantes convaincues avec entraînement avancé, partisanes actives, femmes impliquées dans des actions armées en zones rurales ou urbaines, collaboratrices civiles, comme infirmières, dactylographes ou personnel d'appui, et finalement éléments non classifiables, c'est-à-dire prisonnières sans preuve concrète en leur défaveur ni utilité informative apparente. La classification ne garantissait pas la vie, au contraire, elle servait à décider la méthode d'élimination. Les subversives et partisanes étaient habituellement exécutées en sites éloignés. Les collaboratrices civiles étaient envoyées dans des camps de transit comme étape intermédiaire. Les non classifiables disparaissaient habituellement en route de transport ou mouraient par omission. Le major Hans Krebs, officier de liaison entre la Wehrmacht et les SS à Minsk, conçut une procédure de transfert qui standardisa ces routes. Les camps de transit comme le Doulag 121 à Minsk ou le Doulag 184 à Vitebsk servaient comme entonnoir logistique. Les femmes y demeuraient entre 2 et 5 jours avant leur destin final. Les conditions dans ces camps étaient délibérément brutales. Au Doulag 121, les baraquements prévus pour 50 personnes hébergeaient plus de 200. Les rations consistaient en soupe aqueuse et pain moisi. Il n'y avait pas de couverture ni d'attention médicale. Un rapport de la Croix-Rouge allemande envoyé en novembre 1940 et ensuite archivé mentionnait que le taux de mortalité est élevé et prévisible. Le transport vers les camps de travail ou d'extermination se réalisait dans des wagons à bétail sans ventilation, avec entre 70 et 90 prisonnières par unité. Aucune nourriture n'était distribuée durant des trajets qui duraient des jours. Le capitaine Franz Stangl, chargé de logistique dans le secteur de Gomel, calculait une perte opérative acceptable de 10% en route. Les femmes qui mouraient en trajet étaient jetées au bord des voies sans registre. Dans le trajet vers Ravensbrück, principal camp féminin du Reich, se documentèrent des cas où plus de 30% des femmes décédèrent avant d'arriver. Les survivantes étaient sélectionnées selon la capacité physique. Celles considérées inutiles étaient éliminées dans les quelques semaines par épuisement ou inefficacité. Les archives des SS conservent des fiches individuelles de 217 combattantes soviétiques envoyées à Ravensbrück entre octobre 1941 et janvier 1942. Dans la majorité, on notait leur spécialisation, tireuse d'élite, transmettrice, sapeuse, et une observation subjective comme hostile persistante, potentiel dangereux ou réhabilitation non viable. La procédure d'admission impliquait rasage total de la tête, assignation de numéros et élimination de toute possession. L'uniforme soviétique était détruit devant elle. Certaines, selon les témoignages de prisonnières polonaises, conservaient encore de la mitraille dans le corps sans avoir reçu d'attention médicale. Le docteur Fritz Klein, médecin de campagne adscrit temporairement à Ravensbrück, élabora un tableau de classification de prisonnières selon le niveau de dangerosité idéologique. Les soviétiques figuraient toujours dans les 2 premiers niveaux. Cette catégorisation déterminait leur accès ou exclusion au travail, nourriture ou attention médicale. Toutes les femmes capturées n'étaient pas envoyées dans des camps d'extermination ou de travail esclave. Dans certains cas, la classification comme élément fanatique conduisait directement à des exécutions dissimulées. Celles-ci se réalisaient dans les cours arrière de centres de transit ou même dans des hôpitaux militaires sous prétexte de traitement. En octobre 1941, l'hôpital de campagne militaire 162 à Borisov rapporta officiellement le décès par septicémie de 8 femmes soviétiques.
En réalité, selon les notes marginales du médecin assistant Otto Berning, il s'agissait de combattantes classées comme irrécupérables et exécutées au moyen d'injections de morphine létale. Dans les interrogatoires, la violence sexuelle apparut comme méthode complémentaire. Bien que la doctrine officielle de la Wehrmacht l'interdit, plusieurs rapports internes enregistrent son usage dans des contextes de pression. Le manuel d'interrogatoire de l'Abwehr, version novembre 1941, inclut un chapitre intitulé « Techniques coercitives non conventionnelles ». Le major Wilhelm Rode, interrogateur-chef à Gomel, écrivit dans son rapport mensuel « Dans certains cas, la menace d'humiliation sexuelle facilita des confessions. Dans d'autres, il fut nécessaire d'appliquer l'acte comme catalyseur psychologique. Aucun de ces cas ne dériva en procès disciplinaire. Dans certains secteurs, spécialement près de Polésie et Bransk, se rapportèrent des disparitions massives de femmes capturées. Un document de l'Einsatzgruppe C daté du 17 décembre 1941 mentionne 146 éléments féminins traités sans registre formel pour raisons logistiques. Aucun autre détail ne se conserve. La déportation et classification de femmes combattantes ne fut pas une déviation du système, mais une phase intermédiaire du même processus d'extermination. Elle s'exécutait quand la valeur tactique de la prisonnière justifiait le bref ajournement de son élimination. C'était la mort avec retard, non une alternative. Quelques rares femmes survécurent ce processus, soit par hasard, transfert médical ou intervention d'officiers intéressés à les utiliser comme travailleuses spécialisées. Mais même ces survivantes étaient relocalisées sous surveillance extrême, sans possibilité d'intégration. Les manuels administratifs des camps indiquent que les prisonnières soviétiques avec antécédents militaires ne devaient pas être mélangées avec d'autres nationalités. On craignait leur influence sur le reste. Elles étaient ségrégées, observées et utilisées jusqu'à ce qu'elles tombent malades ou affaiblissent leur production. Alors, elles disparaissaient. Les registres médicaux du camp de transit d'Oulag 121 mentionnent le cas d'une sapeuse soviétique de 22 ans transférée avec des blessures graves. Elle reçut un traitement de base et fut envoyée à Ravensbrück. Son numéro d'admission apparaît dans les livres. 2 semaines après, son numéro est barré, sans cause, sans annotation, seulement un trait rouge. Pour beaucoup de ces femmes, le voyage ne finissait jamais. Elles étaient transportées de camp en camp, sans stabilité, comme des ressources mobiles destinées à l'épuisement. La logique du système n'était pas la garde, c'était l'extinction progressive, calculée et sans trace. À la différence des hommes, qui pouvaient être échangés ou utilisés dans de grands travaux d'infrastructure, les femmes combattantes n'étaient pas considérées comme des actifs utiles à long terme. Le préjugé idéologique pesait plus que le pragmatisme. Pour le Reich, la femme armée devait être effacée, non réutilisée. Arme contre elle, la violence sexuelle comme châtiment militaire. Le décret Barbarossa, signé par Wilhelm Keitel le 13 mai 1941, établit un cadre légal qui transforma le viol en outil militaire autorisé. Ce document exemptait les soldats allemands de responsabilité pénale pour crimes contre civils soviétiques, avec la seule exception de délits qui affectaient la discipline interne ou la pureté raciale allemande. La violence sexuelle contre femmes slaves non seulement demeurait impunie, elle demeurait implicitement autorisée. Les combattantes soviétiques capturées affrontaient le viol comme forme spécifique de châtiment idéologique. Les perpétrateurs justifièrent ces actes comme correction d'éléments qui avaient trahi leur nature féminine. Le lieutenant Werner Mölders du 7e régiment d'infanterie écrivit dans son journal personnel « Ces femmes russes ont besoin de se rappeler quel est leur véritable but avant que nous les éliminions. » Les témoignages recueillis durant les procès d'après-guerre révèlent des méthodes systématiques développées spécifiquement pour les combattantes capturées. Elles étaient fréquemment violées en présence d'autres prisonniers comme forme d'humiliation collective. Les perpétrateurs combinaient violence sexuelle avec dégradation verbale, forçant les victimes à admettre que les femmes devaient servir, non lutter. En territoires occupés, les Allemands réquisitionnèrent des bâtiments pour établir des bordels militaires où des femmes soviétiques, incluant des combattantes capturées, étaient forcées à servir comme prostituées. Le major Heinrich Springer, responsable de services de bien-être pour la 11e division d'infanterie, documenta méticuleusement l'opération de ces établissements dans sa région de Smolensk.
Les registres administratifs de ces bordels, découverts dans des archives allemandes des décennies plus tard, montrent une catégorisation systématique des femmes par âge, apparence physique et niveau de résistance à la collaboration. Les combattantes recevaient une classification spéciale comme matériel de châtiment prioritaire, indiquant que leur exploitation sexuelle était considérée comme forme de rétribution pour avoir lutté contre l'Allemagne. Anna Komarova, tireuse d'élite de la 25e division de fusiliers de la garde, survécut 5 mois dans un de ces établissements avant d'être transférée à Ravensbrück. Elle témoigna postérieurement: « Il m'obligeait à servir jusqu'à 20 soldats par jour. Quand je résistais, il me frappait jusqu'à ce que je perde conscience. Après, il continuait à m'utiliser pendant que j'étais inconsciente. » Les rapports médicaux militaires allemands fournissent une preuve statistique de violence sexuelle généralisée. Les registres du groupe d'armée centre montrent des taux de maladies vénériennes 30% supérieurs à ceux enregistrés sur le front occidental. Le docteur Hans Münch, médecin principal du secteur, attribua ce phénomène aux contacts sexuels fréquents avec populations féminines locales, spécialement éléments capturés. Les combattantes affrontaient des formes spécifiques de violence conçues comme châtiment symbolique. Les témoignages documentent des cas où des tireuses d'élite étaient violées avec leurs propres fusils avant d'être exécutées. D'autres décrivaient des mutilations génitales comme correction de femmes qui avaient oublié leur fonction reproductive naturelle. Le sergent Otto Kretschmer du 3e bataillon de reconnaissance documenta dans des rapports officiels le viol systématique de 6 femmes capturées durant des opérations antipartisanes près de Bryansk. Son rapport les décrivait comme éléments féminins traités selon procédures standards pour correction idéologique avant élimination finale. Les interrogateurs allemands incorporèrent des menaces de violence sexuelle et leur accomplissement comme technique autorisée pour briser la résistance de combattantes capturées. Les manuels de l'Abwehr incluaient pression sexuelle graduée comme méthode pour extraire de l'information de prisonnières fanatiques. Le major Rudolf Lange, spécialiste en interrogatoire, rapporta un succès de 80% utilisant ces méthodes. Dans certaines régions, le viol de combattantes se convertit en spectacle public. Le capitaine Franz Reichleitner organisa des viols collectifs de femmes capturées sur la place principale de Gomel, forçant la population locale à assister à l'humiliation. Ces événements servaient comme avertissement sur les conséquences de résister à l'occupation allemande. Paradoxalement, le même système qui autorisait des viols multiples contre des femmes soviétiques sanctionnait sévèrement les relations consensuelles prolongées. Les archives disciplinaires montrent des soldats exécutés pour contamination raciale après avoir maintenu des relations volontaires avec des femmes slaves, tandis que des perpétrateurs de viols documentés n'affrontaient aucun procès. Le soldat Klaus Barbie fut traduit en cour martiale et exécuté pour avoir maintenu une relation de 6 mois avec une travailleuse forcée ukrainienne. Le même tribunal ignora complètement les accusations qu'il avait violé systématiquement des femmes combattantes durant des opérations de nettoyage. Le système protégeait la pureté raciale allemande, non l'intégrité physique des victimes. Les femmes qui survivaient des viols multiples affrontaient un trauma additionnel au moyen de grossesses forcées. Les Allemands interdisaient les avortements aux femmes soviétiques violées, argumentant que les enfants résultants seraient racialement inférieurs mais utiles comme main-d'œuvre future. Ces femmes enceintes étaient envoyées dans des camps spéciaux où elles accouchaient dans des conditions brutales. Vera Malakova, commandante d'unité de sapeuses, tomba enceinte après des viols répétés durant sa captivité à Minsk. Elle fut transférée dans une installation où elle accoucha sans assistance médicale. Son fils mourut 3 jours après par manque d'attention de base. Malakova témoigna: « Ils me firent accoucher comme un animal pour ensuite laisser mourir le bébé. C'était de la cruauté pure. » Les troupes allemandes développèrent des tactiques spécifiques pour capturer des combattantes au moyen de tromperies qui promettaient un traitement comme prisonnières de guerre. Une fois capturées, ces femmes affrontaient un viol systématique avant exécution ou déportation. Le lieutenant Friedrich Hartgenstein spécialisa son unité dans ces opérations, rapportant haute efficacité en neutralisation d'éléments féminins hostiles. Certains commandants tentèrent de limiter les viols pour des raisons logistiques, non humanitaires. Ils craignaient que des grossesses massives compliquent les opérations militaires ou que des maladies vénériennes affectent l'efficacité de combat. Cependant,
Ces tentatives furent minimales et manquèrent d'appui institutionnel effectif. La violence sexuelle contre combattantes soviétiques opérait dans une logique qui fusionnait misogynie, racisme et idéologie politique. Les femmes n'étaient pas violées simplement pour être femmes, mais pour être des femmes qui avaient transgressé l'ordre naturel en brandissant des armes contre le Reich. Leur châtiment devait restaurer symboliquement la hiérarchie de genre qu'elles avaient défiée au moyen de leur participation militaire. Les méthodes développées contre les combattantes soviétiques établirent des précédents qui s'étendraient géographiquement. Des techniques similaires furent postérieurement appliquées contre des femmes résistantes en Yougoslavie, Grèce et Italie. Le viol avait évolué de crime de guerre occasionnel à composant systématique de la stratégie militaire allemande en territoires occupés. Chemin vers Ravensbrück, la dernière destination des combattantes capturées. À 90 km au nord de Berlin, entre des lacs qui reflétèrent le ciel allemand avec une ironie cruelle, s'élevait Ravensbrück. Ce camp, unique dans son design spécifique pour femmes, se convertirait en destination finale pour des milliers de combattantes soviétiques qui avaient survécu captures, interrogatoires et déportations. Leur arrivée marquait non la fin de leur souffrance, mais leur transformation en matériel humain pour les projets du Reich. Les trains qui arrivaient à la station de Fürstenberg déchargeaient des femmes marquées avec précision bureaucratique allemande. Les combattantes soviétiques intégraient le système du camp identifié par des triangles rouges avec les lettres RU pour Russland. Cette marque les convertissait immédiatement en objectifs prioritaires pour la brutalité qui caractérisait l'administration du camp. Fritz Suren, commandant de Ravensbrück depuis 1942, avait perfectionné un système de classification qui divisait les prisonnières soviétiques selon leur utilité potentielle pour le Reich. Les physiquement capables étaient destinés au travail forcé dans l'usine Siemens, construite dans le camp. Les sélectionnés par des médecins SS intégraient le programme d'expérimentation humaine. Celles considérées inutiles pour les deux objectifs disparaissaient rapidement du système. Le processus d'admission éliminait systématiquement tout vestige d'identité militaire. Les femmes étaient dépouillées d'uniformes, documents et objets personnels. Leurs têtes étaient rasées complètement. Elles recevaient des numéros tatoués qui remplaçaient leur nom dans tous les registres. Une tireuse d'élite avec des centaines d'éliminations confirmées se convertissait en prisonnière politique russe numéro 47 832. Les assignés au travail forcé affrontaient des journées conçues pour exterminer graduellement. Dans l'usine Siemens, elle produisait des composants électriques pour armement allemand travaillant 14 à 16 heures par jour. Les combattantes soviétiques, considérées spécialement dangereuses par leur entraînement militaire, recevaient les tâches les plus épuisantes, charge de matériaux lourds, travail dans des fours industriels, manipulation de chimiques toxiques sans aucune protection. Le régime avait été calculé scientifiquement par des nutritionnistes allemands pour fournir une survie limitée. 350 grammes de pain noir, soupe aqueuse avec des déchets végétaux, et occasionnellement de la margarine Ranz fournissaient suffisamment de calories pour maintenir vivante une prisonnière approximativement 3 mois sous travail forcé intense. C'était l'extermination par épuisement, mesurée avec la précision allemande caractéristique. Dorothea Binz, superviseur chef de gardienne, avait développé des méthodes disciplinaires spécifiques pour ex-combattantes. Les châtiments incluaient demeurer immobile pendant des heures sous n'importe quel climat, travailler nu en hiver et confinement dans le bunker. Cellules d'isolement où les prisonnières étaient enfermées dans des espaces si petits qu'elles ne pouvaient ni s'allonger ni être complètement debout. Le docteur Karl Gebhardt, médecin personnel de Heinrich Himmler, avait choisi Ravensbrück comme laboratoire idéal pour l'expérimentation humaine. Les combattantes soviétiques représentaient un matériel spécialement précieux parce que leur entraînement militaire leur avait fourni une résistance physique supérieure à la population civile moyenne. Ces expériences cherchaient à développer des méthodes efficientes pour affaiblir les populations ennemies. Les prisonnières sélectionnées pour expérimentation étaient transférées au bloc 10, séparées du reste du camp par des barbelés additionnels. Là, Gebhardt et ses assistants Fritz Fischer et Hertha Oberhäuser réalisaient des procédures sans anesthésie pour étudier la résistance à la douleur dans les races inférieures. Ils amputaient des extrémités saines pour observer des processus de cicatrisation.
Ils injectaient des bactéries létales dans des blessures ouvertes pour tester l'efficacité de médicaments expérimentaux. Les registres médicaux, partiellement préservés, décrivent des expériences spécifiques sur des combattantes soviétiques. Une annotation typique disait « Sujet 23R, tireuse d'élite, 24 ans, résistance exceptionnelle au sulfonamide. Infection induite dans extrémité inférieure progresse selon attendu. Sujet maintient conscience après 72 heures sans traitement. » Les annotations continuaient jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent simplement, indiquant la mort du sujet. D'autres procédures cherchaient à développer des méthodes de stérilisation massive pour appliquer en territoires occupés. Les combattantes étaient soumises à radiation, injections chimiques et chirurgie expérimentale conçue pour éliminer leur capacité reproductive. Les médecins justifièrent ces procédures comme prévention de la propagation de gènes bolcheviques inférieurs. La brutalité médicale se combinait avec sadisme psychologique calculé. Les combattantes sélectionnées pour expérimentation étaient forcées d'observer des procédures réalisées sur d'autres prisonnières avant d'être opérées elles-mêmes. Les médecins alimentaient délibérément la terreur, croyant que la peur extrême fournissait des données plus précieuses sur la résistance humaine limite. Nina Popova, tireuse d'élite de la 3e brigade navale, survécut 6 mois d'expérimentation avant d'être déclarée matériel épuisé. Dans un témoignage postérieur, elle décrivit « Ils me coupèrent la jambe gauche pour voir comment elle guérissait. Quand elle guérit mal, ils me coupèrent la droite pour comparer. Après, ils m'injectèrent des choses qui me faisaient vomir du sang pendant des jours. » Les conditions générales du camp empirèrent dramatiquement après 1943, quand Ravensbrück se satura avec des prisonnières de toute l'Europe occupée. Les combattantes soviétiques, arrivées en vague précoce, se trouvèrent en position d'ancienneté relative que certaines exploitèrent pour créer des hiérarchies de survie dans les baraquements. Cependant, beaucoup d'ex-combattantes utilisèrent leur entraînement militaire pour organiser une résistance clandestine. Valentina Safonova, ex-commandante d'unité anti-char, établit des réseaux de communication entre baraquements qui permettaient de coordonner des sabotages mineurs dans les usines. Sa discipline militaire, forgée dans les batailles du front oriental, fournissait des avantages psychologiques pour résister à la déshumanisation systématique. Le sabotage prenait des formes subtiles mais effectives. Les combattantes, avec expérience technique, introduisaient des défauts dans des composants électriques, ralentissaient la production au moyen d'accidents coordonnés et occasionnellement endommageaient la machinerie coûteuse. Les Allemands répondaient avec des châtiments collectifs, mais ne réussirent jamais à éliminer complètement cette résistance. La mortalité parmi les prisonnières soviétiques dépassait significativement celle d'autres groupes nationaux. Les rapports administratifs de Suren montrent qu'entre 60 et 70% des combattantes soviétiques admises moururent avant la fin de la guerre. Les causes officielles variaient depuis maladies infectieuses jusqu'à accidents de travail et tentatives de fuite. Les morts se registraient comme statistiques anonymes. Les rapports mensuels listaient simplement des chiffres. Pertes russes, février 1943, 127, mars 1943, 203. Il n'y avait pas de noms individuels, histoire militaire, ni notification aux familles. Les combattantes qui avaient défendu Stalingrad ou Leningrad disparaissaient en nombre bureaucratique. Durant 1944, quand les forces soviétiques s'approchaient du territoire allemand, l'administration de Ravensbrück accéléra l'élimination de prisonnières considérées spécialement dangereuses. Les combattantes soviétiques menaient cette liste par leur potentiel comme témoins de crimes allemands et leur valeur propagandiste pour l'armée rouge. Le docteur Friedrich Meneck, psychiatre des SS, développa un programme d'euthanasie spécifique pour éléments irrécupérables. Il sélectionnait des combattantes soviétiques pour injection létale, se basant sur des critères qui combinaient utilité laborale décroissante avec dangerosité idéologique perçue. Ces annotations médicales décrivaient ces assassinats comme traitement thérapeutique final. Une chambre à gaz mobile fut transférée à Ravensbrück en février 1945 spécifiquement pour accélérer l'élimination de prisonnières soviétiques. Opérée par le SS Unterscharführer Erich Müsfeld, cette installation traitait des groupes de 50 à 70 femmes chaque session. Les Allemands justifiaient ces exécutions comme mesures préventives contre éléments de vengeance. Le 30 avril 1945, des éléments avancés de l'armée rouge libérèrent Ravensbrück.
Ils trouvèrent approximativement 2000 prisonnières en état d'inanition extrême, beaucoup incapables de marcher ou parler de façon cohérente. Parmi elles, moins de 50 étaient des combattantes soviétiques identifiables. La majorité avait péri durant des années de travail forcé, expérimentation médicale et exécutions accélérées. Les libérateurs soviétiques documentèrent méticuleusement les conditions du camp, photographièrent des preuves de crimes allemands et recueillirent des témoignages de survivantes. Cependant, ils ne prêtèrent pas attention spéciale aux combattantes survivantes. Dans la logique staliniste, ces femmes avaient échoué en permettant leur capture et leur souffrance ne les convertissait pas en héroïnes mais en éléments suspects. Lyudmila Konovalova, tireuse d'élite de la 62e division qui survécut Ravensbrück, décrivit postérieurement l'ironie de sa libération. « J'attendis 3 ans que nos soldats arrivent. Quand ils arrivèrent finalement, ils m'arrêtèrent pour être prisonnière de guerre. J'avais survécu aux Allemands pour être punie par les Russes. » Pour les rares combattantes qui survécurent Ravensbrück, la libération marqua le commencement d'une nouvelle phase de persécution. Leur guerre était loin d'être terminée. Le système qui les avait converties en numéros sans nom allait maintenant les convertir en chiffres d'un silence forcé qui durerait des décennies. L'archive effacée, l'histoire silencée après leur libération. Le 8 mai 1945 marqua la fin officielle de la guerre en Europe, mais initia une nouvelle phase de victimisation pour les combattantes soviétiques survivantes. Leur libération des camps allemands les confronta à la suspicion systématique de leur propre gouvernement, qui voyait en chaque prisonnier retourner un traître potentiel qui avait survécu aux moyens de collaboration. L'ordre No. 270 de Staline, signé le 16 août 1941, avait déclaré traîtres automatiquement tous les soldats soviétiques qui se rendraient à l'ennemi. Cette disposition ne considérait pas les circonstances de capture, genre, âge ou conditions de captivité. Pour la paranoïa staliniste, demeurer vivant en mains ennemies constituait une preuve prima facie de trahison. Le colonel Ivan Serov, chef du NKVD pour affaires de rapatriement, avait établi un système de filtration qui opérait au moyen de camps spéciaux où les ex-prisonniers affrontaient des interrogatoires conçus pour détecter la collaboration. Les femmes combattantes recevaient un examen particulièrement intense parce que leur survie semblait spécialement suspecte aux interrogateurs masculins. Les questionnaires de filtration, préservés dans les archives du FSB, révélaient la logique paranoïaque du processus. Les questions se centraient non sur les souffrances subies, mais sur les méthodes de survie. Comment avait-elle obtenu de la nourriture additionnelle? Quelle information avait-elle fournie en échange de traitement médical? Avait-elle maintenu un contact sexuel avec des Allemands? Chaque réponse s'analysait comme preuve de trahison potentielle. Klavdia Nechaeva, ex-tireuse d'élite qui survécut 18 mois à Ravensbrück, affronta 6 mois d'interrogatoire dans un camp de filtration sibérien. Les investigateurs s'obsédèrent à expliquer comment elle avait survécu tandis que d'autres prisonnières mouraient. Nechaeva fut finalement libérée mais jamais réhabilitée officiellement. Son dossier militaire demeura marqué comme non fiable jusqu'à sa mort en 1982. Le silence se convertit en politique d'État. Les autorités soviétiques interdirent catégoriquement publications, mémoires ou témoignages sur expériences dans des camps allemands. Toute référence à la captivité était censurée automatiquement des histoires officielles de guerre. Les combattantes survivantes reçurent des instructions explicites de ne pas discuter leurs expériences avec personne. Cette politique avait des objectifs multiples: protéger la narrative d'héroïsme soviétique inébranlable, éviter de reconnaître l'ampleur des crimes allemands que le gouvernement n'avait pas pu prévenir, et éliminer des témoignages sur des conditions militaires qui avaient facilité des captures massives. L'État soviétique avait besoin qu'il n'existe pas de défaite, capture ni survie compromettante. Les archives liées aux prisonniers de guerre furent classées avec maximum secret. Des documents sur filtration, listes d'ex-prisonniers et témoignages sur expériences allemandes furent déposés dans des archives spéciales du KGB, inaccessibles même aux historiens officiels du Parti communiste. Parallèlement, l'Allemagne occidentale développa sa propre forme de négation historique. Durant la guerre froide, les autorités de la République fédérale minimisèrent systématiquement les crimes de la Wehrmacht sur le front oriental. La narrative prédominante présentait l'armée allemande comme institution professionnelle qui avait lutté honorablement contre le bolchevisme.
Le général Franz Halder, ex-chef de l'état-major allemand, dirigea durant les années 1950 un programme de révision historique qui aseptisa les archives militaires. Des documents qui mettaient en évidence des ordres contre combattantes féminines, rapports sur viols systématiques et registres de déportations disparurent de collections officielles ou furent transférés dans des archives classifiées. Les procès pour crimes de guerre évitèrent d'examiner le traitement spécifique de combattantes soviétiques. Les tribunaux alliés se concentrèrent sur l'Holocauste, expérience médicale générale et crimes contre civils. Le destin particulier de femmes combattantes ne fut pas abordé comme catégorie différenciée de victimes. Le procès de Ravensbrück, célébré à Hambourg entre 1946 et 1948, exemplifie ces omissions. Bien que plusieurs médecins SS furent condamnés pour expérience, aucun témoignage ne se centra sur les combattantes soviétiques comme groupe spécifiquement victimisé. Les survivantes soviétiques ne furent pas appelées à témoigner officiellement par complications diplomatiques avec les autorités de Moscou. Le procureur britannique colonel T.M. Backhouse évita délibérément des témoignages qui pourraient mettre en relief des crimes spécifiques contre communistes, craignant de compliquer les relations occidentales avec la nouvelle Allemagne fédérale, considérée alliée essentielle dans la guerre froide émergente. La justice se subordonna à la convenance géopolitique. Cette conspiration de silence maintint occultée pendant des décennies l'histoire de combattantes soviétiques capturées. En Occident prédominait la narrative d'une Wehrmacht qui avait lutté proprement à l'Est. En URSS, ces femmes simplement n'existaient pas dans les versions officielles de la guerre. Les premières études académiques sur la violence nazie sur le front oriental, publiées durant les années 1960 et 1970, se concentrèrent sur le génocide juif, répression de partisans et destruction de peuples slaves. Les combattantes capturées demeuraient invisibles, étant une catégorie ambiguë qui ne s'ajustait pas dans des cadres analytiques établis. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 commença à ouvrir quelques archives, mais le processus a été extrêmement lent. Le FSB, successeur du KGB, maintient un contrôle restrictif sur des documents liés aux prisonniers de guerre. Beaucoup de dossiers demeurent classifiés sous argument de sécurité nationale, bien que les événements soient survenus il y a plus de 70 ans. Les archives allemandes ont libéré plus de matériel depuis la réunification, mais des décennies d'aseptisation durant la guerre froide éliminèrent des preuves cruciales. Les chercheurs contemporains doivent reconstruire cette histoire au moyen de fragments documentaires, témoignages oraux limités et preuves circonstancielles. Les rares survivantes, qui demeuraient vivantes durant les années 1990, affrontèrent des obstacles additionnels pour raconter leurs histoires. Des décennies de silence forcé avaient érodé des mémoires traumatiques. Beaucoup avaient développé des mécanismes psychologiques qui incluaient supprimer des souvenirs de captivité. D'autres craignaient que parler affecte leur pension de vétérane. Tatiana Baramzina, tireuse d'élite qui survécut Ravensbrück et filtration soviétique, ne parla jamais publiquement de ses expériences jusqu'à une interview en 1998, 3 ans avant sa mort. Elle expliqua: « Pendant 50 ans, chaque fois que quelqu'un demandait sur la guerre, je disais que j'avais été malade dans un hôpital. C'était plus facile qu'expliquer la vérité. » Les nombres disponibles fournissent seulement des estimations approximatives de la tragédie. Entre 20 000 et 30 000 combattantes soviétiques furent capturées par des forces allemandes durant la guerre. Moins de 10% survécut jusqu'à la libération. De ces survivantes, un nombre significatif mourut durant la filtration soviétique ou dans des camps de travail sibériens. Celles qui survécurent les 2 persécutions parlèrent rarement publiquement. Leurs histoires se perdirent avec leur mort, emportant des témoignages irremplaçables sur un des aspects les plus brutaux de la guerre sur le front oriental. La disparition administrative avait triomphé complètement. Cette invisibilisation représente plus que négligence historiographique. Elle constitue une forme continuée de violence institutionnelle qui s'étend depuis la capture initiale jusqu'au présent. Les combattantes furent victimisées premièrement par leurs capteurs allemands, ensuite par leur propre gouvernement et finalement par des décennies de négation dans les 2 blocs de la guerre froide. Le résultat est une absence permanente dans le registre historique. Des femmes qui défendirent Stalingrad,
opérèrent derrière les lignes ennemies et résistèrent des années de tortures systématiques ont été réduites à des notes de bas de page dans des histoires générales de la Seconde Guerre mondiale. Leur courage a été éclipsé par le silence, leur souffrance niée par convenance politique. Quand les derniers témoins directs décédèrent durant la première décennie du XXIe siècle, reconstruire complètement cette histoire devint impossible. La disparition administrative avait atteint son objectif, effacer de la mémoire collective des milliers d'histoires de femmes qui luttèrent pour leurs convictions, souffrirent par leur genre et furent punies par leur nationalité. Leur héritage réside non dans des monuments officiels, mais dans des fragments de témoignages, documents partiels, et la persistance de chercheurs qui se refusent à permettre que cette histoire demeure enterrée pour toujours. Elles sont des fantômes d'archives classifiées, victimes d'une conspiration de silence qui survécut tant au Troisième Reich qu'à l'Union soviétique, nous rappelant que l'histoire écrite par les vainqueurs omet souvent ceux qui payèrent le prix le plus élevé pour la victoire.